Bienvenue à tous ceux qui viennent seulement de nous rejoindre. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, je précise qu'il y aura un replay de cette conférence qui vous sera envoyé dès demain. Concernant les questions-réponses, n'hésitez pas à répondre, à poser vos questions pendant toute la durée de la conférence dans le chat directement, et puis on prendra un petit moment pour y répondre à la fin de la conférence. Voilà, que ce soit sur la partie investissement ou financement. Et aussi, il y aura quelques sondages qui seront partagés pendant le webinaire pour rendre tout ça un petit peu plus interactif. Donc, n'hésitez pas à y participer. Je vais vous partager tout de suite la présentation pour démarrer dans le vif du sujet. Voilà, j'espère que tout le monde voit la présentation. Donc, pendant la communication sur cet événement, on vous a promis de répondre à 3 questions que j'ai reprises ici et qu'on va dérouler ensemble. La première, c'est est-ce que l'immobilier est toujours rentable ? Donc, il y a notamment des sujets assez sensibles liés plus ou moins à l'actualité qui peuvent venir entacher un petit peu la réputation de l'investissement immobilier et la capacité à dégager de la rentabilité. Donc, on va en parler un petit peu ensemble. Est-ce que c'est le bon moment pour investir ? Ça, c'est une question qu'on pose souvent avant de se lancer. On va vous expliquer pourquoi on pense que c'est un moment qui est très opportun en 2024. Et enfin, est-ce qu'on peut trouver encore un financement bancaire ? Donc ça, c'est Givenchy qui vous parlera de comment trouver un financement à son projet d'investissement locatif dans l'immobilier. Alors, on attaque tout de suite en essayant de démystifier un peu certains clichés qui sont liés à la rentabilité de l'investissement immobilier. Le premier sujet qui est plus ou moins d'actualité, qui date à peu près 2 ans et demi, c'est les DPE, les diagnostics de performance énergétique, dont on entend de plus en plus parler. Donc, c'est dans le cadre de la loi climat et résilience qui a été votée en juillet 2021. Elle implique notamment des interdictions de louer pour les biens qui sont notés en G, F ou E, respectivement à partir de 2025, 2028 et 2034. Donc, ça freine beaucoup d'investisseurs pour se lancer dans leur projet. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre que cette loi a déjà 2 ans et demi et qu'elle a été assez bien absorbée par le marché à plusieurs niveaux. D'abord par les vendeurs eux-mêmes qui ont conscience aussi des défauts de leurs biens passoires énergétiques et qui sont prêts à baisser les prix. Les agences eux-mêmes aussi, dans leurs estimations, maintenant prennent en compte ces baisses de prix. Donc, revoient les prix à la baisse au niveau de la commercialisation des biens. Et les entreprises qui font les travaux, comme nous chez Expatimo, on est capable de bien estimer les travaux nécessaires à faire pour améliorer les DPE. Chez Expatimo, on a été tous formés par un diagnostiqueur pour justement bien comprendre les tenants et les aboutissants et savoir estimer, identifier clairement les postes sur lesquels on peut intervenir pour améliorer le DPE. Donc, ça va être le chauffage, l'isolation, la ventilation, la production d'eau chaude principalement qui vont jouer. Donc, on sait sur un bien donné, en analysant les DPE, comment les améliorer pour plus que ce soit un frein et au contraire une opportunité puisqu'on peut aller chercher des prix à la baisse dans ce contexte-là. Le deuxième élément qui peut être lié aussi, qui peut venir un petit peu entacher la rentabilité d'un bien, c'est le risque d'impayé. On a souvent l'impression qu'il est élevé. En l'occurrence, c'est pas le cas. Les statistiques au niveau national indiquent un niveau d'impayé global de moins de 20% des baux. Chez Expatimo, on a sorti la statistique, on est plutôt en dessous de 0,5%. Comment grâce au choix des critères, aux critères de choix de locataires qui sont assez stricts et qui permettent justement de se protéger et de minimiser un petit peu ce risque. Alors, c'est à préciser que je parle bien d'impayés de loyer, donc vraiment de personnes qui ne payent pas in fine, par opposition au retard de paiement, qui eux sont un peu plus courants, il est vrai, mais qu'on arrive toujours à résoudre en trouvant des accords avec les locataires qui sont parfois dans des situations financières un peu compliquées, mais de manière très temporaire. Voilà. Si vous souhaitez vraiment vous protéger de ce risque-là, il existe des garanties loyers impayés qui permettent pour quelques pourcentages du coût du loyer de se protéger et de dormir sur ses 2 oreilles. Voilà.
En dernier lieu, on va parler un petit peu de fiscalité aussi. Beaucoup pensent qu'en France, on peut se faire facilement matraquer fiscalement, également sur les revenus locatifs. C'est le cas en location nue notamment, mais il faut savoir qu'il existe certains régimes qui permettent d'avoir une fiscalité allégée, une fiscalité douce sur les revenus locatifs, et notamment le statut dont vous avez déjà entendu parler peut-être, qui est le LMNP, donc le loueur meublé non professionnel, qui permet, en pratiquant des amortissements du bien, de ne pas payer d'impôts pendant au moins les 10 premières années de détention. Voilà, donc c'est un avantage fiscal qui est hyper intéressant en France, hein, qui est accessible jusqu'à 23 000 € de revenus. Deuxième niche fiscale de ce régime, qui a aussi son importance, qui n'est pas forcément souvent connue, c'est le bénéfice qu'on a sur le calcul de la plus-value. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, sur un actif, quand on pratique des amortissements comptables pendant la détention, ces amortissements sont repris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la vente. Donc, en fait, on ne paye pas d'impôt pendant la détention, mais on en paye à la sortie. La niche fiscale du LMNP fait qu'on n'en paye pas non plus à la sortie. Voilà. Donc, le calcul de la plus-value ne prend pas en compte tous les amortissements pratiqués pendant les détentions. Donc, on bénéficie d'un double avantage à louer en LMNP pendant la détention et à la sortie, avec une fiscalité qui est très douce. Il y a d'autres régimes qui permettent également d'avoir une fiscalité allégée, notamment en société, en SCI, à l'impôt sur les sociétés, voilà, qui sont également possibles. C'est pas le seul, mais le LMNP reste le plus accessible et le plus utilisé par les investisseurs aujourd'hui. Dernier élément concernant la rentabilité des investissements dans le marché actuel, et qui est lié du coup à la deuxième question pour savoir si c'est bon le moment d'investir, c'est la question des taux. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais on considère que les taux aujourd'hui sont bas, malgré ce qu'on peut avoir entendu dans les médias, lire sur les réseaux, etc., ou qui évoquent des taux très importants. Je vous invite à prendre un peu de perspective sur ces niveaux-là, en vous présentant ce schéma qui donne la courbe des taux sur les 40 dernières années. Alors, elle n'est pas tout à fait à jour. On voit qu'elle s'arrête en 2020 ici. Voilà, pour être tout à fait exact, il faudrait qu'elle monte ici en 2024 à hauteur de 4,5%. Vous voyez que ça représente des taux qui sont plutôt de l'ordre de ceux qui étaient pratiqués en 2008, hein, après la crise des subprimes. Au début des années 2000, on était déjà encore à 6% de taux. Et si vous demandez à vos parents à combien ils ont emprunté dans les années 80-90, vous aurez sûrement des réponses qui tournent autour de 12, 13, 14, voire 15%. Voilà, donc ça ne leur a pas empêché de faire des opérations immobilières à l'époque. Donc ça donne un peu de perspective, un peu de recul pour dire qu'effectivement aujourd'hui les taux restent relativement bas et historiquement bas. C'est la période passée en fait qui était très exceptionnelle, avec des taux à 1% voire moins, et qui permettait voilà, d'avoir de l'argent quasiment gratuit, et c'était ça le côté exceptionnel. Aujourd'hui, on redevient à des niveaux qui sont normaux. On considère aussi que la hausse des taux est enrayée. On a des bons signaux, notamment du côté des banques centrales américaines, avec la Fed qui sont plutôt favorables et prometteurs, avec une stagnation des taux, voire une baisse, hein. Nous, on a nos premiers clients aussi qui ont vu des simulations de leur banque actualisées entre décembre et janvier, avec des baisses de taux de 0,1, 0,2%. Donc voilà, on anticipe sur 2024 plutôt une baisse des taux. Certains experts parlent même de descendre en dessous des 3% à la fin de l'année. Donc on est plutôt sur une dynamique favorable, avec des taux, encore une fois, qui sont relativement bas et qui seront surtout, ça c'est très important à prendre en compte, renégociables une fois que les taux directeurs auront effectivement baissé. Donc on pourra assez rapidement, sous 12, 18, 24 mois, renégocier son emprunt pour alléger de manière assez drastique la charge financière du prêt et de l'investissement. Donc ça reste une opportunité aussi à moyen terme. Pour finir sur la question, pour savoir si c'est le bon moment d'investir, je voulais revenir de manière plus globale sur les avantages en fait de l'investissement locatif et les leviers de création de valeur sur un investissement locatif. On en identifie 4 qui peuvent être reliés justement à l'actualité aussi. La première, qui est la plus évidente et qui représente l'intérêt principal d'investir dans un bien locatif, c'est le remboursement du capital emprunté. Donc avec une certaine somme donnée, qu'on appelle l'apport, vous allez pouvoir emprunter au niveau de la banque 7, 8 fois, 9 fois, 10 fois cette somme.
et le capital emprunté sera remboursé par vos locataires. Voilà. Et tout ça dans un contexte, pour revenir sur l'actualité, qui est de taux bas, historiquement bas, et renégociables pour alléger le poids du remboursement de capital au fur et à mesure de votre investissement. Donc ça, c'est le premier vraiment levier de création de valeur et de richesse. Le deuxième, c'est le cash flow. On arrive encore dans certaines villes à présenter des projets à cash flow positif, c'est-à-dire que lorsque vous encaissez vos loyers et que vous déduisez toutes vos charges, y compris l'emprunt, vous dégagez encore un excédent de trésorerie mensuel, enfin chaque mois, chaque année, qui permet, donc c'est ce qu'on appelle un cash flow positif, qui permet de constituer un petit capital, soit en cas de besoin de travaux ou pour un apport pour un nouvel investissement, par exemple. Voilà, c'est pas possible dans toutes les villes, dans les grandes villes, c'est pas le cas, mais on arrive encore à trouver des projets dans le contexte actuel qui permettent d'en générer. Un troisième levier qu'on n'envisage pas forcément, qui est moins intuitif, c'est le poids de la dette face à l'inflation. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on a une unicité, on a un élément assez unique sur l'emprunt immobilier qui est d'emprunter à taux fixe. Voilà, c'est pas le cas pour ceux qui vivent dans les pays anglo-saxons, certains pays européens, etc. Vous le savez certainement. C'est pas le cas de tous nos voisins. Donc, vous empruntez à taux fixe pendant 15, 18, 20 ans, 25 ans. Ça veut dire que le poids de votre remboursement de dette est toujours le même et identique. Et il n'augmente pas, tandis que vos loyers, eux, augmentent et sont indexés sur l'inflation. Actuellement, on est sur une augmentation à 3,5% par an. Ce qui fait que voilà, vous allez avoir des rentrées d'argent qui sont plus importantes et un coût de l'emprunt qui reste fixe pendant toute la durée de détention. Donc, mécaniquement, vous allez créer de la valeur également comme ça. Alors, il y a certaines charges qui augmentent, hein, comme la taxe foncière, par exemple, aussi, mais l'emprunt étant la plus grosse charge de l'investissement, voilà, mécaniquement, votre enrichissement va être plus conséquent et surtout en période d'inflation comme on le vit actuellement. Dernier point qui paraît le plus évident, c'est la plus-value, hein, bien sûr, à la revente d'un bien. Elle est d'autant plus importante en ce moment dans l'actualité, puisque on peut, vous le savez peut-être, en 2023, il y a une baisse, hein, des prix immobiliers de manière globale en France, hein, notamment sur les grandes villes. Donc c'est lié à plusieurs choses, hein, à la hausse des taux assez brutale, au manque d'acquéreurs sur le marché, au DPE aussi dans une certaine mesure. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, vous pouvez acheter à un prix d'achat négocié de manière assez importante par rapport au prix de marché qui était pratiqué dernièrement, pour envisager, lorsque vous revendrez et qu'il y aura une reprise de marché, une plus-value plus importante. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments clés d'un investissement immobilier qui font que la période actuelle nous paraît propice pour investir de manière globale. Vous empruntez à des taux qui restent relativement corrects et que vous pourrez renégocier plus tard à un prix de marché qui est bas, donc qui vous permettra de générer derrière des gains une fois que vous revendrez, si vous souhaitez le faire, votre bien immobilier. Voilà, donc un petit mot rapidement sur Expatimo par rapport à ça. Nous, notre spécialité, c'est de vous accompagner dans l'investissement locatif clé en main. Donc, on a dessiné l'offre pour les expatriés, ceux qui sont à distance et qui peuvent absolument pas gérer ce type d'investissement physique. Donc, on propose, mais voilà, sachez que l'offre est toujours et bien sûr aussi accessible aux résidents français. Hein, on n'investit pas toujours à côté non plus de où on réside, même quand on réside en France. Donc, voilà, c'est tout à fait aussi envisageable et on a plein de clients qui sont résidents français également. Donc, on intervient sur toute la chaîne de valeur de l'investissement, de la recherche du bien en lui-même, hein, sur l'accompagnement sur toute la transaction. On est capable de délivrer des travaux dans les biens et dans chacune des villes où on intervient, et meubler les biens aussi si nécessaire. Ensuite, de mettre en place le premier locataire et d'assurer la gestion locative sur toute la durée de l'investissement. Là, vous avez ici une petite carte des villes dans lesquelles on intervient actuellement. Donc, on a lancé l'activité il y a à peu près 4 ans à Mulhouse. On s'est lancé ensuite du côté de Montpellier. On a racheté une société du côté de Marseille il y a 1 an et demi. Et un peu plus récemment, on s'est lancé à Nice, dans le nord de la France, en métropole lilloise et en région parisienne aussi. Voilà. On est aussi capable de vous proposer des opportunités maintenant du côté de Bordeaux. Donc, ça couvre déjà pas mal de secteurs et pas mal de typologies de biens différentes.
Voilà, je vous partage ici quelques photos avant-après d'un projet à Marseille dans lequel on a réalisé des travaux de rénovation complète. Donc, il y a effectivement la rénovation en elle-même, les travaux, mais vous voyez aussi la partie ameublement et décoration qui est hyper importante pour bien louer et pour assurer un bon confort aux locataires. Voilà, et on a internalisé, nous, cette compétence avec Marie, qui est notre décoratrice d'intérieur, architecte décoratrice d'intérieur, et qui s'occupe justement de ces rénovations et décoration de tous les biens, ameublement et décoration de tous les biens. Voilà, pour répondre à la troisième question de ce webinaire, je vais passer la main à Givenchy, notamment sur le sujet de la possibilité de lever un financement en tant qu'expatrié notamment, et à quelles conditions. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Givenchy Niver. J'ai fondé la société de courtage. Nous sommes une agence de prêt spécialisée pour les non-résidents et les expatriés et les passeports étrangers qui souhaitent acheter en France. Nous pouvons accompagner nos clients sur tout type de projet et dans toutes les villes françaises. Je vais également vous présenter rapidement qu'est-ce que nous finançons, comment on peut les financer et quelles sont les conditions applicables. De manière générale, on peut financer votre future résidence principale, votre future résidence secondaire ou tout simplement l'investissement locatif qui représente pratiquement 95% de nos prêts. Encore une fois, ici, il est important de savoir que nous pouvons financer donc l'achat du bien, plus l'enveloppe travaux que vous avez prévu de faire afin d'améliorer le DPE. Comme disait Antoine tout à l'heure, le DPE, c'est quelque chose qui est très regardé par les banques. Donc, on va regarder la note DPE que vous avez avant travaux et après travaux, ce qui vous permettra de louer l'appartement au loyer que vous avez fixé. Ensuite, il faut savoir que de manière générale, on peut financer des biens soit en nom propre, soit en SCI, SCI à l'IS, SCI à l'IR, ou que ça soit une autre formule, ça peut être une SARL familiale par exemple. Donc, quelle que soit la structure que vous souhaitez mettre en place pour acquérir ce bien, il est vivement recommandé de contacter un notaire ou un expert comptable qui va vous assister dans la rédaction des documents. Ensuite, dans les conditions d'emprunt, je dirais que de manière générale, comme pour un résident qui habite en France, les conditions sont plus ou moins similaires. Donc ici, on va parler d'un contrat d'expatrié pour ceux qui ont sur un contrat d'expat. On va parler d'un contrat local, donc rédigé dans la langue locale. Donc ça fonctionne également. Plutôt des CDI. Les CDD sont acceptés pour les clients qui travaillent pour des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'ONU ou d'autres organisations internationales. Là, on sait et on reconnaît que le CDD est assez utilisé et assez fréquent. Donc, les banques peuvent le prendre en considération. Donc, ça, c'est quelque chose que nous pouvons financer. Ensuite, de toute façon, les durées de financement vont de 20 à 25 ans selon votre pays de résidence. Le plus commun, c'est 20 ans. Et c'est ce qui est également indiqué dans le compromis pour les expatriés, les non-résidents, bien sûr. Donc là, si vous partez sur un projet, il y aura des travaux et que vous avez besoin d'un différé pour faire les travaux, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en amont. Donc ça, on va l'intégrer dans notre plan de financement. Et lorsqu'on va solliciter une simulation à une banque, on va l'écrire noir sur blanc que voilà, le client souhaite faire des travaux de 5-6 mois. Est-ce qu'on peut avoir un différé total partiel? Il faut savoir que certaines banques peuvent le refuser, elles peuvent l'accepter également. Et ça, c'est quelque chose qu'on le sait lorsqu'on a monté vos dossiers de prêt. De manière générale, c'est ce que vous entendez, c'est ce que vous voyez également là dans la presse, il faut environ 30% de votre projet en épargne pour obtenir un prêt. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on va regarder. Est-ce qu'on fait un financement total plus 20% contrepartie qu'on va venir placer en banque? Tous ces aspects-là, on va regarder, on fera plusieurs simulations et on validera plus ou moins la simulation qui vous convient.
Alors sur cette partie, quels sont les profils qu'on va pouvoir financer? Donc là, en gros titre, j'ai indiqué les États-Unis, Canada, l'Union européenne, Asie, les Émirats et certains pays africains. Donc de manière générale, les principaux pays, on peut les financer. D'un côté, donc je présente les clients salariés en CDI et de l'autre côté, je présente les clients, on va dire, les chefs d'entreprise, profession libérale. Donc regardons d'abord les salariés, en CDI. Ici, les salariés en CDI, il faut savoir que de manière générale, on va prendre le salaire net qui est indiqué sur votre bulletin de paye et qui est indiqué également sur votre relevé de compte, qui est également indiqué sur votre avis d'imposition. Cette information est importante. Pourquoi? Parce qu'en France, on calcule la capacité d'emprunt en se basant sur le salaire avant impôt, alors que sur les non-résidents, par exemple, on va travailler sur le salaire après impôt. Donc, selon le pays de résidence, l'imposition peut être très importante. Je parle par exemple pour Dubaï, il n'y en a pas, donc tant mieux pour le client. Singapour, le taux d'imposition est bas. Aux États-Unis, le taux d'imposition est un peu plus élevé. En Angleterre, le taux d'imposition est un peu plus élevé. Donc, selon le pays, la proportion, elle va être aussi importante. Donc, nous, on va regarder toujours sur le salaire net après impôt. On va également prendre en compte les bonus lorsqu'il y en a. Et pour prendre en compte les bonus, il faut avoir un recul de 3 ans minimum dans la même entreprise avec des justificatifs. Pour les justificatifs, on a le contrat de travail, on a une attestation de bonus délivrée par l'entreprise, on a le bulletin où c'est indiqué en quel mois les bonus ont été perçus, et ensuite on a le relevé de compte. Lorsqu'il faut prouver sur les 3 dernières années, on va aller chercher les relevés de compte. Ce sont des informations importantes parce que la banque, elle a vraiment besoin d'être rassurée que vous avez bien reçu, malgré qu'il y a tous ces documents, vos bonus, vous les avez bien perçus sur vos comptes. Donc, on va venir vérifier et confirmer par des documents. Également, vous savez très bien qu'en France, la Banque de France a encore répété, on ne peut pas dépasser les 35% de taux d'endettement. C'est un seuil de précaution. On va regarder toutes vos charges. Dans les charges, on va prendre le loyer, on va prendre tous les crédits, même les pensions alimentaires. On va venir prendre également les crédits conso, on va venir prendre les crédits voiture. Ce qu'on ne prend pas, ce sont vos dépenses, par exemple, liées à la scolarité de vos enfants, vos dépenses personnelles, santé, assurance, ça, on ne les prend pas. Mais tout le reste, on va les prendre en compte dans votre base de calcul. Dans les revenus, on va prendre vos salaires nets après impôt. On va venir prendre l'ensemble de vos revenus locatifs si vous êtes déjà propriétaire en France d'un bien. Ici, on va venir pondérer à 70% des revenus locatifs et on va calculer le taux d'endettement. Donc, on va regarder le taux d'endettement avant projet et on va regarder le taux d'endettement après projet. Donc, d'où l'intérêt, lorsque vous faites, comme dit Antoine, quand vous faites un projet avec une bonne rentabilité, bah, le loyer reçu va venir affecter en bien votre taux d'endettement. Ensuite, les taux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de taux. Les taux ont énormément baissé entre l'année dernière et cette année. Et heureusement, on est sur des taux aujourd'hui. Le dernier dossier que j'ai fait pour Dubaï et États-Unis cette semaine, 3,7 sur 20 ans. Et Australie, 4,65. Après, vous me direz, Givenchy, pourquoi tel pays a un meilleur taux, pas moi? Bah, ça dépend des banques. Ça dépend de la direction, ça dépend du département, des indications qu'ils vont recevoir. Donc, chaque banque, au départ, met en place des conditions d'emprunt et on est obligé de les respecter. Donc, nous, en tant que courtier, on va négocier ces taux à la baisse quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, on vous indique, voilà, j'ai sur 3 banques, j'ai qu'une seule banque qui est capable de vous financer à telles conditions. Vous les acceptez ou pas? Ensuite, en termes de financement, sachez que de manière générale, on finance 90% la valeur du bien, 100% la valeur des biens, avec travaux, sans travaux, avec différés, sans différés, selon la typologie de projet que vous allez choisir. Il n'y a pas de minimum de financement parce que là, le dernier dossier que j'ai fait, c'est à 48 000 € pour un Canadien, pour un Français canadien. Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. À partir du moment où votre projet est cohérent, le loyer est cohérent, la banque, elle a tout intérêt à vous financer. Après, comme je vous disais, soit on fait un financement en nom propre, SCI, selon ce que vous verrez avec le notaire. Ça, c'est un choix personnel, patrimonial. Nous, on n'intervient pas là-dessus, on vous conseille et on vous dit, voilà, telle banque accepte de faire le financement SCI, telle banque ne l'accepte pas, on vous l'indique. Partez sur un délai de 2, 3, 4 mois selon la difficulté de votre projet et le pays de résidence pour obtenir l'offre de prêt.
De manière générale, le notaire indique dans le compromis un délai de 3 mois, parce qu'il sait très bien que les banques, elles prennent ce délai-là pour aller jusqu'au bout. Et nous, régulièrement, on arrive à pousser un petit peu, à mettre la pression, on arrive à finir sur 2 mois, lorsque c'est des dossiers simples. Donc là, j'ai fait la présentation sur les clients qui sont salariés, classiques. Après, on va passer aux clients chefs d'entreprise, profession libérale. Ici, je pense aux chefs d'entreprise qui sont dans le marketing, qui sont, par exemple, un avocat, un fiscaliste, un expert comptable aux États-Unis. On a financé une personne qui est architecte à Dubaï. On a financé un journaliste qui est en Allemagne, ou Allemagne, Belgique. On l'a financé. Donc, voilà. Les professions libérales, on peut financer. Là, on va demander le bilan, comme si vous étiez en France. Donc, on va prendre les bilans sur les 3 dernières années. On va analyser le chiffre d'affaires, on va analyser les honoraires, on va regarder la base des charges, on va regarder le net, si c'est positif ou pas, si vous vous versez un salaire, si vous vous versez des bonus, des dividendes. Donc, tout ça, on va regarder. On va regarder aussi vos avis d'imposition pour voir si c'est cohérent entre ce que vous déclarez et ce que vous percevez. Et si votre taux d'endettement vous permet, on peut vous financer de la même manière qu'un client qui est en CDI jusqu'à 35%. Alors, les taux sont un peu plus élevés. Donc là, c'est les taux 5,70 que je vous ai indiqués. C'est des taux du mois de décembre. Heureusement, aujourd'hui, 1er février, les taux ont baissé. Donc, je ne les ai pas encore modifiés. Mais là, on serait sur des taux à 4,50, 4,60 sur 20 ans. Ça reste intéressant. Pas de contrepartie. Donc là, pour un chef d'entreprise aux États-Unis, on a réussi à faire un prêt sans contrepartie avec un minimum de 300 000 € d'emprunt. Donc, chaque fois, on va regarder le profil de nos clients. Donc, à vous de me dire dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la catégorie salarié CDI ou dans la catégorie chef d'entreprise? Et en fonction de votre profil, on regarde quelle est l'option bancaire qu'on peut vous trouver. Après, si vous êtes chef d'entreprise et que vous ne pouvez pas présenter 3 ans de bilan, on vous dira, on attend encore 1 an supplémentaire, on regarde votre situation, vous pouvez faire une projection, donc on peut travailler sur une projection et préparer. Ça, c'est des choses qu'on le fait régulièrement pour nos clients. Voilà, je vais passer à slide suivant. Ici, j'ai fait une simulation assez rapide, une simulation pour un client qui a acheté un bien à Marseille pour un bien de 350 000 € hors frais. Donc, quand on dit hors frais, on parle bien frais de notaire, frais d'agence, frais de courtage, frais de chasseur, frais de dossier bancaire, frais de garantie lorsqu'il y en a. Donc, on va financer la valeur du bien uniquement. Ici, je suis partie à la demande du client sur un LTV à 80%, donc ce qui vous fait une mensualité de 1 653. Ici, on parlait d'un immeuble avec plusieurs appartements. Donc, chaque appartement est loué à 450 €. Donc, les revenus locatifs sont bons. Les clients ont des revenus autour de 5 000 € en CDI. C'est un dossier, j'ai envie de dire, c'est un dossier classique. Il n'y a rien qui bloque. En CDI, des revenus stables, on est capable de démontrer les revenus locatifs, on est capable de démontrer les revenus du couple, on est capable de démontrer le contrat de travail et dans ce cas-là, on peut naturellement proposer une option de financement à 80% et voir avec la banque les contreparties différentes. Et ici, je crois que le dossier, on l'a finalisé en moins de 2 mois. Donc, c'était assez simple. Ensuite, Antoine, je veux bien que tu passes. Effectivement, on voulait voir rapidement, pour beaucoup de clients, ils se posent la question, mais comment on dépose un dossier de prêt, que ce soit chez nous ou ailleurs ou dans une banque? Dans un premier temps, ce qui est vraiment important, c'est de calculer votre capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est quoi? C'est de savoir combien je vais pouvoir emprunter en France dans une banque pour pouvoir financer mon projet. Donc, je vais regarder, est-ce que je peux financer les frais? Est-ce que je peux financer sur 20 ans, selon mon âge, selon le pays de résidence? Est-ce que je peux aller sur du 25 ans? Est-ce que je peux financer les travaux? Est-ce que je peux financer l'ensemble des travaux? Est-ce que dans les travaux, tous les postes sont finançables? Donc, tout ça, on va regarder et on calcule votre budget. Avec le budget, vous préparez votre dossier. Donc, c'est-à-dire, vous avez l'agent immobilier que vous avez contacté, vous avez identifié un bien, vous signez une offre et vous passez chez le notaire. Vous signez le compromis de vente ou une promesse de vente, ce qui nous permet, nous, de commencer à préparer votre dossier, parce que dans le compromis,
On a clairement indiqué le montant que vous souhaitez acheter, le montant que vous voulez obtenir, la durée, le taux que vous avez obtenu avec le notaire. Avec tous ces éléments-là, on va pouvoir vous envoyer notre mandat de courtage, ce qui nous permet, nous, en tant que professionnels, de solliciter toutes les banques et déposer vos documents. Donc, dans les documents, le moment venu, effectivement, on vous enverra un lien. Sur ce lien, il y a plusieurs folders. Il suffit juste de déposer les principaux documents, que ce soit état civil, les charges, patrimoine, revenus, impôts, revenus professionnels et revenus locatifs si vous êtes déjà propriétaire, et le projet financé. Donc tout ça, on les analyse, on valide, tout ce qu'on peut valider, on valide, on décline tout ce qui n'est pas conforme aux demandes, aux exigences des banques, et ensuite, on va soumettre votre dossier dans 1, 2, 3, 4 banques quand c'est possible, selon le pays. Là, pour un client qui habite au Liban, je pense à un client qu'on a financé récemment qui est au Liban, on a pu déposer le dossier que dans une seule banque. On n'a pas pu aller plus loin. Donc, ça nous a au moins donné une réponse et on a finalisé le dossier de prêt. Dans ce cas-là, on informe le client. Écoutez, vous, par rapport à votre pays de résidence, je ne peux pas aller dans plusieurs banques pour telle raison et telle raison. Est-ce que ça vous convient? Donc, on se met toujours en lien avec le banquier et le client. Et notre objectif, c'est vraiment de trouver les meilleures conditions d'emprunt quand c'est possible. Mais parfois, on aura uniquement une seule offre parce que le client, il habite dans un pays un peu compliqué. Donc voilà, une fois que vous avez déposé le dossier il est déposé en banque, c'est la partie analyse qui arrive. Donc c'est l'analyse de crédit. Donc là, le directeur de l'agence analyse votre dossier, le conseiller analyse le dossier, il y a la conformité. Parfois, on peut avoir aussi des analystes supplémentaires qui viennent poser des questions et demander des compléments d'information. Tout ça, c'est terminé. Vous prenez 4 à 5 semaines pour finaliser cette partie-là. Et lorsque cette partie elle est terminée, vous avez un premier retour de la banque qui vous dit le dossier, il est accordé, il est accepté chez nous. Pour quelle raison il est accepté et refusé pour quelle raison? Lorsqu'il y a un refus, ça ne veut pas dire que c'est un refus catégorique, ça nous est arrivé plusieurs fois. Là, je prends l'exemple d'un client qui habite aux États-Unis. Elle travaille à la Banque mondiale, elle est sur un CDD. Elle a un problème, elle nous avait indiqué qu'elle avait comment on appelle ça, une aide au logement de l'employeur. Il s'avère qu'elle n'a pas pu nous donner le justificatif. Du coup, ça a fait baisser son taux d'endettement. Donc, on a eu un premier refus. Donc, on a été chercher dans son dossier tout ce qu'on peut venir ajouter pour améliorer son taux d'endettement. Ben, il s'avère qu'elle avait des revenus Airbnb sur un appartement qu'elle loue depuis plus de 3 ans. Elle a pu obtenir des documents de Airbnb qui prouvent que son appartement est loué depuis 3 ans avec des revenus assez importants. Et ben, on a pu mettre ça dans le dossier. On a eu un accord de principe. Donc voilà, c'est pas parce qu'un dossier il est refusé au début que c'est un refus catégorique. Il y a toujours une solution. Après, effectivement, si on n'a pas les moyens de démontrer qu'il n'y a aucune chance, bien sûr, ça va vers un refus catégorique. Mais dans la plupart du temps, on trouve un moyen et c'est ça qui est intéressant. Et notre rôle est de là, de trouver la meilleure solution. Ensuite, c'est le process normal. Le compte est ouvert, vous recevez l'accord de principe, vous recevez les liens pour le parcours assurance emprunteur. Ensuite, le banquier prend rendez-vous avec vous, il vous explique le fonctionnement du compte avec eux et comment et à quel moment les offres vont être éditées. Donc tout ça, c'est un process, on va dire, j'avais dit 2 mois. Bon, on va être dans ces délais-là. Tout dépend de la complexité des retours qu'on va voir. Je prends pour finir ma présentation le dernier dossier sur lequel en 1 mois et demi on devait terminer. On a une complication. On s'est avéré que le client où on avait ouvert le compte, elle avait déjà eu un compte. Elle ne savait pas parce que c'était un compte qu'elle avait ouvert il y a une dizaine d'années. Elle est partie aux États-Unis. Elle pensait l'avoir fermé. En fait, elle n'avait pas fermé. Donc, c'est un compte qu'on a dû réactiver, rapatrier le compte dans la nouvelle banque. Et là, on a dû peut-être perdre une semaine. Et donc, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver sur un parcours emprunteur et choses qu'on ne peut pas deviner au départ, mais qu'on finit par trouver. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le parcours, on va dire, du début. Je calcule ma capacité d'emprunt jusqu'à l'édition des offres. Et une fois que j'ai édité les offres, c'est la bonne nouvelle. Vous n'avez plus rien à faire. Soit je reçois les offres directement chez moi, à l'agence, et ensuite je transmets par DHL ou par version électronique à mes clients. Soit aujourd'hui, certaines banques envoient directement dans l'espace personnel des clients. Ensuite, il n'y a plus qu'à télécharger, respecter le délai de 10 jours et envoyer à la banque et préparer la signature chez le notaire. Donc voilà, c'est un process qui paraît long, mais nous, on va intervenir, comme disait Antoine, on va intervenir pendant tout ce parcours-là, on va intervenir et on va vous accompagner pour être sûr que tout se passe bien pour arriver au point 9. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop perdu, que je vous ai pas donné trop d'informations.
et on va pouvoir passer aux différentes questions. Antoine, je viens de voir que tu as pu lancer l'enregistrement que tardivement, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, il y a eu un petit Ah, couac technique au départ. Je pense que l'enregistrement ne s'était pas lancé. On ouais, verra peut-être pour le compléter avec peut-être ma d'accord. présentation par la suite. Voilà, mais on a une bonne partie de ta présentation et puis on va pouvoir aussi répondre aux questions. Effectivement, maintenant, il y en a quelques-unes qui ont été posées. On va, je pense, les prendre dans l'ordre. Donc la première, c'est celle de David. Est-ce qu'il est possible, je pense que c'est plus pour toi, Givenchy, Oui, possible de il financer est une opération en possible. nue propriété, ouais, Il est pour un non-résident? possible, il faut vraiment, pour les non-résidents, il est possible de financer, mais c'est assez restreint. C'est pas quelque chose, je vais pas avoir beaucoup d'options bancaires. Chaque fois, je dois consulter une banque par rapport au pays de résidence et le profil et l'investissement que vous allez faire. Mais c'est possible. Ok, ça marche. Ensuite, on a une question de Pierre. Y a-t-il un plafond concernant l'amortissement des charges en LMNP? Alors, si je comprends bien la question, en LMNP, on peut vraiment amortir toutes les charges, hein, vraiment toutes les charges classiques qu'on connaît, comme la taxe foncière, l'assurance, la gestion locative, etc., mais également toutes les charges qu'on va déployer en fait pour l'exploitation du bien en lui-même. Typiquement, vous êtes à l'étranger et vous arrivez à justifier au fisc que vous prenez un billet d'avion pour aller gérer votre location en France, vous pouvez le déduire. Voilà, il n'y a pas de plafond de ce côté-là. Concernant l'amortissement du bâti en lui-même, c'est limité à 80% de la valeur du bien, parce qu'on considère qu'il y a 20% du bien qui est constitué par le terrain, qui lui n'est pas amortissable. Voilà. Donc on peut amortir que 80% de la valeur du bien, mais c'est déjà largement suffisant pour pouvoir alléger la fiscalité de l'investissement. Ensuite, on a Tanguy qui, n'hésitez pas si ça répond pas bien à vos questions à nous préciser hein, dans le chat. Tanguy qui nous demande est-ce qu'il est obligatoire de valider son financement avant de se lancer dans Bah, son projet? oui, Antoine, c'est toujours bien de calculer votre capacité d'emprunt. Tout simplement, effectivement, vous pouvez calculer vous-même. Plein de clients le font et ça se passe très bien. Tout dépend de votre projet. Est-ce que vous voulez faire plutôt un projet à 100 000, 200 000 ou à 500 000, 700 000? De calculer votre mensualité, de voir s'il peut avoir, il est intéressant d'avoir un différé. Est-ce que vous avez des travaux? Donc, moi, je conseillerais toujours de calculer votre capacité d'emprunt avant de vous lancer sur un projet parce qu'on ne sait pas quel type de projet vous allez réaliser. Exactement, et nous on le recommande vraiment aussi à nos clients en amont. Ça permet de sécuriser ne serait-ce que déjà le budget initialement, parce qu'on n'a pas toujours une idée précise du budget qu'on peut investir. Ça permet, c'est en plus demandé aussi par les vendeurs, les agences vendeurs, d'avoir des garanties de financement, donc d'avoir déjà un financement qui a été étudié, même s'il n'y a jamais de valeur contractuelle hein, à ce stade-là. Ça donne déjà des bonnes indications. Un courtier ou une banque ne va pas s'amuser à étudier un dossier qu'il juge pas finançable. Donc c'est un élément important et ça permet surtout en dernier lieu de pouvoir bien négocier. Un vendeur qui a été rassuré sur les conditions de financement, la capacité de financement de son acquéreur dans le marché actuel, ça permet d'aller chercher des négociations un peu plus intéressantes. Donc oui, je recommande vraiment de le faire. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais nous, on le recommande fortement à nos clients de le faire. Effectivement. Moi, je vais répondre à la question financer des SCPI. Effectivement, selon votre pays de résidence, on peut financer certaines SCPI. Donc, il faut que vous me donniez la liste des SCPI que vous souhaitez acquérir et moi, je peux me renseigner. Ensuite, je vais également répondre, si tu me permets, Antoine, Oui. à Azure. Est-ce que le prêt hypothécaire adossé à un bien dans les déjà propriétaires se pratique? Donc, le prêt hypothécaire, les banques, ce qu'elles aiment, c'est plutôt prendre en hypothèque ou en caution le bien que vous allez financer. Faire une hypothèque déportée, c'est pas dans nos mœurs en France, c'est pas quelque chose qui est courant. On peut le voir à l'étranger, effectivement, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Donc, vous empruntez 300 000 sur un bien qui est déjà amorti. Chez nous, ça se fait pas. C'est plutôt, on va prendre en hypothèque le bien que vous achetez. Donc, on va regarder votre taux d'endettement, on va regarder votre capacité d'emprunt pour un prêt. Donc, c'est pas parce que vous êtes déjà propriétaire que ça va vous donner plus de facilité à obtenir un prêt. Parce que les ratios, ils vont être regardés de la même manière. Ensuite. Alors, il y a eu quelques questions avant qu'on a passées. Celle de Quentin, dans quelle ville obtenez-vous les meilleurs taux de rentabilité, à l'inverse, potentiel meilleure plus-value? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté dans les villes qu'on couvre chez Expatimo. Alors, on n'est pas partout, bien sûr.
Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les villes moyennes permettent en général de dégager un peu plus de rendement immédiat, donc notamment du côté de Mulhouse, Roubaix, et de colocation aussi les colocations dans des grandes villes étudiantes. Je pense notamment à Montpellier qui a une forte tension locative étudiante. Donc voilà, c'est là qu'on va pouvoir dégager des cash flows, des projets à meilleure rentabilité et potentiellement un cash flow positif. Et à l'inverse, on va avoir des biens qui sont jugés un peu plus patrimoniaux dans les grandes villes de France, sur lesquels on va plutôt miser sur une plus-value à long terme. Donc comme Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Nice, voilà, des villes comme celle-ci qui ont des potentiels plus intéressants, notamment les villes du Sud, Marseille et Nice, qui ont beaucoup la cote en ce moment et qui partent d'un prix au mètre carré, notamment à Marseille, très bas, donc où encore il y a encore des belles plus-values potentielles. Moi, je vais répondre à la question de Azur qui dit des résidents fiscaux britanniques. Donc ici, je pense qu'il voulait savoir est-ce qu'on peut financer un client qui habite en Angleterre. Oui, tout à fait. Malgré le Brexit, on peut. Alors, il faut savoir que pour ceux qui habitent en Angleterre, certaines banques, elles ont mis des minimums de financement, 250, 350. Donc, tout dépend du projet que vous voulez faire. Tout dépend de votre capacité d'emprunt. Donc, la ville n'a pas d'importance. Donc, vous pouvez investir n'importe où en France. C'est plutôt votre profil à vous et le montant du projet qu'on va regarder pour voir quel type de banque on va consulter pour votre prêt. Mais de manière générale, il n'y a aucune difficulté. Pour les Britanniques, comme pour ceux qui habitent en Europe, on peut aller sur un financement jusqu'à 100% la valeur du bien et on peut financer les travaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir donc lever un maximum en termes de prêts. Il y a quelque chose que j'avais pas dit tout à l'heure dans la simulation. De manière générale, les banques, elles demandent des contreparties financières en banque parce qu'elles savent que l'ensemble de vos revenus sont à l'étranger, l'ensemble de vos transactions, on va dire quotidiennes, sont à l'étranger. Vous allez très peu utiliser le compte en France et que l'ensemble de votre épargne est dans un compte soit à l'étranger, soit dans une banque qui dort depuis des années parce que voilà, c'était votre compte quand vous étiez en France. Donc, elles savent tout ça. Donc, elles vont le prendre en considération. Donc, si elles veulent vous prêter de l'argent, il y aura forcément des contreparties à prévoir. De manière générale, dans les contreparties, ce qu'on voit, c'est du transfert d'épargne. C'est-à-dire, donc, si vous avez 100 sur un compte dans une banque en France ou à l'étranger, les banques, elles vont vous demander, vous transférez 20% de cette somme ou 20% de votre crédit chez nous, parce que nous, on ne peut pas uniquement financer un bien et faire un prêt sec. Donc ça, c'est quelque chose à prévoir. Donc ça, on va le voir également lorsqu'on fait votre capacité d'emprunt. Est-ce que vous répondez aux différentes conditions A, B, C des banques, à savoir, est-ce que vous êtes capable de remplir la première condition, c'est l'apport. Est-ce que vous pouvez apporter l'apport pour payer l'ensemble des frais? Est-ce que vous pouvez également répondre à cette condition des contreparties financières? Donc ça, on va regarder en amont. Donc quelqu'un qui habite en Angleterre, quelqu'un qui habite aux États-Unis, quelqu'un qui habite en Amérique latine ou à Dubaï n'aura pas du tout le même taux, les mêmes conditions et les mêmes conditions au départ. Ensuite, je rebondis sur la question des résidents britanniques. Est-ce que des dossiers ont été validés? Oui, là, je suis en train de valider un dossier d'un couple qui habite en Angleterre en SCI, parce que c'est le choix des clients. Ensuite, je valide également un autre dossier pour un couple où monsieur est en séparation de biens et il achète un VFA. Et donc, alors que l'autre couple, il achète un immeuble dans l'ancien avec travaux. Vous voyez, donc les deux sont finançables et on peut aussi bien aller sur Là, on est allé sur 20 ans plus 1 an pour les travaux. 1 an pour le différé pour les travaux. Il y avait une question de Michel également. Est-ce probable que vous trouvez le bien immobilier pour le client ou c'est à lui de venir avec le bien qu'il veut acquérir? Alors, je ne sais pas à qui était dédiée la question. Si vous passez par nous, effectivement, nous, notre mission, c'est la recherche de biens est incluse dans notre mission clé en main, effectivement. Après, si effectivement vous avez déjà un bien qui est identifié à acquérir et vous souhaitez le faire financer, vous pouvez effectivement contacter Givenchy directement avec ce projet déjà identifié à cette étape sans problème. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question. On a une question de Reda également. Est-ce que le taux d'endettement compte reste fixé à 35% ou est-il amené à être augmenté à l'avenir? Reda, je vais répondre rapidement. Aujourd'hui, de manière générale, l'ensemble des banques, en France notamment, elles sont assez strictes sur le taux d'endettement de 35%. Attention, le taux d'endettement, c'est
avec le nouveau projet et avec les assurances emprunteurs et qu'elle va calculer. Donc, si l'assurance emprunteur a un coût important, selon le pays de résidence et selon l'âge, ça peut également impacter vos taux d'endettement. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce sur le taux d'endettement. Est-ce que ça va être amélioré ou pas? Nous, ce qu'on regarde selon le pays de résidence, par exemple, si je prends l'exemple d'un client qui habite à Dubaï, on a le salaire de base. Pour beaucoup, ils ont l'aide au logement. Et ben, nous, on va faire des calculs qui sont de tels pour faire baisser les charges qui sont liées au couple et avoir un salaire de base, on va dire, plus petit, mais qui sera plus intéressant pour le calcul du taux d'endettement. Donc, d'où l'intérêt, dès le début, de calculer votre capacité d'emprunt selon votre pays de résidence et selon la composition de votre contrat de travail. Et si votre contrat de travail vous donne on va dire des allowances, eh ben, c'est le moment de les prendre en compte et on va dire faire le meilleur calcul pour que vous ayez le maximum d'emprunt. Ensuite. Ouais, on va prendre peut-être une ou deux dernières questions. Il nous reste juste quelques minutes pour respecter notre format. Ouais, ça allait super vite. Si vous avez d'autres questions par la suite, vous voyez ici, là, sur le diapo, nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas à en prendre note et à nous recontacter par la suite. Voilà, on n'hésitera pas à vous répondre. Donc, il y a effectivement une nouvelle question d'Azur, je pense. Alors, 6 mois alors 6 mois, ça suffit. Si vous n'avez pas comment on appelle ça, si vous n'avez pas de période d'essai, 6 mois, ça suffit. 6 mois, ça suffit. Après, selon les banques, encore une fois, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un gap entre la précédente entreprise et la nouvelle? S'il y a un gap de 4 ans, effectivement, 6 mois, ça ne suffit pas. Par contre, si vous avez juste changé d'entreprise parce que vous avez eu une promotion, parce que vous avez profité d'une opportunité, ça a du sens de changer. Donc là, on ne tiendra pas rigueur de ce changement. Donc, même 1 mois, j'ai déjà fait pour un client qui est aux États-Unis 1 mois, parce qu'elle a vraiment changé. Ça a été assez consécutif. Donc, il n'y a pas eu d'impact sur ses revenus. Donc, la banque, elle a pu prendre en compte son nouvel emploi. Ça fait plaisir, Azur. Super, ouais, merci Azur. Merci à vous. Merci à vous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont venues. Donc, super. En tout cas, merci pour ces interactions. N'hésitez pas encore une fois à prendre contact avec nous si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour discuter plus précisément de votre profil, votre situation, vos projets. On reste disponible, on va faire le nécessaire pour vous envoyer un replay complet, malgré le petit raté au départ. Voilà, et on vous proposera d'autres webinaires à la suite. D'ailleurs, si vous avez des idées à nous partager concernant les prochains sujets de webinaire, n'hésitez pas à prendre les quelques minutes avant qu'on clôture pour nous les partager, des idées qui vous intéresseraient, qui vous tiendraient à cœur et des sujets en particulier que vous souhaitez aborder. Merci Marc, merci Jérôme, merci Alexandre. Merci à vous. Merci à vous. Merci encore pour votre participation et à la prochaine pour un prochain webinaire. Super, merci Jean-Luc. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.